Tu sais exactement de quoi il s'agit. Pas parce que tu l'as lu quelque part, pas parce qu'on te l'a expliqué, mais parce que tu l'as vécu. Ce moment particulier où tu rencontres quelqu'un pour la première fois et où quelque chose en toi, quelque chose de plus ancien que la raison, quelque chose de plus rapide que la pensée, dit « Je te connais ». Pas dans le sens ordinaire, pas au sens où vous vous seriez déjà croisés, où ton cerveau aurait retrouvé un visage dans sa base de données et produit une correspondance. Non, quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemble à une reconnaissance sans mémoire explicable. Un sentiment d'évidence qui n'aurait aucune raison d'être là et qui est pourtant là, immédiat, certain, troublant dans sa certitude. Peut-être que c'était un regard qui s'est attardé une fraction de seconde de trop. Peut-être que c'était une conversation qui a immédiatement atteint une profondeur que d'autres n'atteignent jamais après des années. Peut-être que c'était simplement la présence de cette personne dans la même pièce que toi, cette façon qu'elle avait d'occuper l'espace, et quelque chose en toi qui s'est réorienté vers elle sans que tu aies décidé quoi que ce soit. Et peut-être que tu as essayé de l'expliquer. Peut-être que tu t'es dit que c'était de l'attraction ordinaire, une chimie physique, un effet de contraste parce que tu venais de traverser quelque chose de difficile et que tu étais simplement plus ouvert que d'habitude. Peut-être que tu as trouvé des explications raisonnables, des coïncidences de contexte, des circonstances favorables. Et peut-être que ces explications t'ont satisfait à moitié. Mais seulement à moitié. Parce que quelque chose dans ce moment ne ressemblait pas à une coïncidence. Quelque chose avait la texture de l'inévitable. Carl Jung aurait souri à cette description, non pas de façon condescendante, mais avec la reconnaissance de quelqu'un qui a passé toute sa vie à cartographier exactement ce territoire. Ce territoire où l'inexplicable et le profondément réel se superposent. Où ce qui semble mystérieux depuis l'extérieur révèle, regardé de près, une logique d'une précision remarquable. La logique de l'inconscient. Et ce que tu vas comprendre dans les prochaines minutes ne va pas réduire ce que tu as vécu à quelque chose de mécanique ou de banal. Au contraire, cela va lui rendre sa vraie dimension. Une dimension qui est à la fois plus grande et plus précise que le simple destin romantique. Une dimension qui touche à ce que tu es vraiment, à ce que tu cherches vraiment et à la façon dont l'inconscient humain organise les rencontres qui comptent. User. Ce qui se passe réellement dans les premières secondes. Commençons par ce qui se passe concrètement dans ces moments de reconnaissance immédiate. Parce que si tu regardes de près ce qui se produit, tu verras que ce n'est pas aussi mystérieux qu'il y paraît, mais que c'est profondément plus signifiant que tu ne le croyais. Dans les premières secondes d'une rencontre, ton cerveau accomplit quelque chose d'extraordinaire. Il traite simultanément une quantité massive d'informations. Le visage, la posture, la voix, le regard, la façon de se mouvoir, les micro-expressions qui passent trop vite pour être perçues consciemment, mais qui sont enregistrées par une partie de toi bien en dessous de la conscience. Il compare tout cela à une base de données accumulée sur toute une vie. Les visages qui t'ont appris ce que la sécurité ressent. Les présences qui t'ont appris ce que la confiance signifie. Les êtres qui ont formé ton idée de ce que l'autre peut être. Et parfois, rarement, pas souvent, cette comparaison produit quelque chose d'inattendu. Une correspondance non pas avec quelqu'un que tu as déjà rencontré, mais avec quelque chose de plus archaïque. Quelque chose de plus fondamental. Une image intérieure que tu portes depuis longtemps, peut-être depuis toujours, et que tu n'avais jamais vue réfléchie aussi clairement, par une présence réelle. Jung appelait cela la projection de l'anima ou de l'animus. Ces images archétypales du féminin et du masculin que nous portons en nous, façonnées par notre histoire personnelle, mais aussi par quelque chose de bien plus ancien, par les motifs universels de l'expérience humaine que Jung appelait l'inconscient collectif. Ces images que nous projetons sur certaines personnes, pas sur toutes, seulement sur celles qui ont quelque chose dans leur façon d'être, qui entrent en résonance avec ce que notre psyché cherche.
Et quand cette projection se produit, quand tu rencontres quelqu'un sur qui ton inconscient projette cette image intérieure, quelque chose de très particulier se passe. Tu ne vois pas simplement une personne. Tu vois simultanément la personne réelle et le reflet de quelque chose en toi. Et ce double regard, même si tu n'en es absolument pas conscient dans le moment, produit cette qualité particulière de reconnaissance qui ne ressemble à rien d'autre. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un mensonge que l'inconscient te raconte. C'est un signal. Un signal que cette personne, pour des raisons que tu vas peut-être mettre des mois ou des années à comprendre, a quelque chose à voir avec ta propre trajectoire intérieure. Le mot l'inconscient collectif, et pourquoi certaines rencontres semblent venir d'ailleurs. Pour comprendre vraiment ce que Jung pensait de ces reconnaissances immédiates, il faut s'arrêter sur l'un des concepts les plus vastes et les plus audacieux de toute sa pensée. L'inconscient collectif. Jung faisait une distinction fondamentale entre deux couches de l'inconscient. L'inconscient personnel, qui contient tout ce que nous avons vécu, refoulé, oublié, tout ce qui appartient à notre histoire individuelle, et l'inconscient collectif, une couche plus profonde, plus ancienne, que nous ne construisons pas mais dans laquelle nous naissons, que nous partageons avec l'ensemble de l'humanité, une couche qui contient les grandes structures de l'expérience humaine sous forme d'archétypes. Ces archétypes ne sont pas des images précises. Ce sont des structures potentielles, des formes vides qui attendent d'être remplies par l'expérience individuelle. L'archétype de la mère, l'archétype du héros, l'archétype de l'ombre, l'archétype de l'anima et de l'animus. Ces structures fondamentales que l'on retrouve dans les mythes, les contes, les rêves et les expériences profondes de toutes les cultures humaines, sans exception. Et quand deux personnes se reconnaissent immédiatement, quand quelque chose de plus grand que la simple attraction de surface semble opérer entre elles, Jung aurait dit qu'il se passe quelque chose à ce niveau archétypal. Que quelque chose dans la façon dont ces deux personnes sont construites, dans la façon dont leurs inconscients sont organisés, dans les archétypes qu'elles portent et qui cherchent à se déployer dans leur vie, crée une résonance qui n'est pas de l'ordre du hasard. Ce n'est pas du mysticisme. C'est une façon de dire que nous sommes construits, chacun d'entre nous, avec des structures psychiques profondes, qui ont leurs propres besoins, leur propre direction, leur propre logique de développement. Et que parfois, rarement, une autre personne vient avec une configuration qui entre en résonance avec la nôtre d'une façon particulièrement précise. Pas parce que les étoiles l'ont décidé, mais parce que nos psychés, dans leur quête de complétude, de croissance, d'individuation, ont reconnu dans l'autre quelque chose qui peut servir cette quête. Ce que ne jamais se rencontrer par hasard signifie vraiment. Il faut être précis sur ce que cette idée signifie et sur ce qu'elle ne signifie pas, parce qu'elle est facilement romantisée d'une façon qui la vide de son sens réel, et parfois la rend même dangereuse. Dire que deux personnes qui se reconnaissent au premier regard ne se rencontrent jamais par hasard ne signifie pas que leur rencontre était inscrite dans un livre cosmique depuis avant leur naissance. Cela ne signifie pas que leur relation est nécessairement destinée à être heureuse, durable ou romantique. Cela ne signifie pas non plus que parce que quelque chose a semblé inévitable dans les premiers instants, tout ce qui suit est justifié ou prédestiné. Ce que ça signifie, dans le cadre jungien, est à la fois plus sobre et plus profond que ça. Cela signifie que les rencontres qui produisent ce sentiment de reconnaissance immédiate ne sont pas aléatoires au sens psychologique du terme. Elles correspondent à quelque chose de précis dans le moment de vie où tu te trouves, dans le stade de développement où en est ta psyché, dans les questions que tu portes sans peut-être les avoir formulées, dans les parties de toi qui cherchent à émerger et qui ont besoin d'un certain type de contexte pour le faire. Jung parlait de synchronicité pour décrire ces moments où le monde extérieur et le mouvement intérieur de la psyché semblent s'articuler d'une façon qui n'est pas causale, mais qui est chargée de sens. La synchronicité n'est pas magique. Elle est le nom que Jung donnait à l'observation que la psyché et le monde ne sont pas aussi séparés qu'on le suppose.
Que l'inconscient a des façons d'organiser les conditions extérieures qui échappent à la compréhension rationnelle, mais qui peuvent être observées dans leur effet. Quand tu rencontres quelqu'un au moment précis où tu en avais besoin, dans les circonstances exactes qui permettent à quelque chose d'essentiel de se produire, ce n'est pas nécessairement une coïncidence. C'est peut-être l'inconscient qui a fait son travail, qui a organisé dans les choix que tu fais sans complètement les choisir, dans les endroits où tu vas sans complètement savoir pourquoi, dans les moments où tu t'ouvres sans complètement le décider, les conditions pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Pourquoi cette personne et pas une autre? C'est peut-être la question la plus importante. Pas pourquoi as-tu rencontré cette personne, au sens de la circonstance ou du lieu, mais pourquoi cette personne particulière produit-elle cet effet particulier en toi? Pourquoi, parmi toutes les personnes que tu as croisées, c'est celle-là qui a déclenché cette reconnaissance? La réponse de Jung est précise. Cette personne porte quelque chose que ton inconscient cherchait, pas quelque chose d'arbitraire, quelque chose de très spécifique à ton propre processus d'individuation, à l'étape de développement où tu te trouves, aux parties de toi-même que tu n'as pas encore intégrées et qui cherchent à l'être. Pour comprendre cela concrètement, revenons à l'anima et à l'animus. Ces images intérieures que nous portons tous, ces représentations de ce que l'autre peut être dans sa dimension la plus essentielle, ne sont pas figées. Elles évoluent au cours de la vie. Elles se raffinent à travers les expériences, les relations, le travail intérieur. Et à chaque étape, elles cherchent dans le monde extérieur des personnes qui peuvent leur permettre de se développer davantage. Quand tu rencontres quelqu'un et que tu ressens cette reconnaissance immédiate, c'est souvent parce que cette personne correspond, d'une façon que tu ne pourrais pas nécessairement articuler, à l'image intérieure que tu portes à ce moment précis de ta vie. Pas l'image parfaite de l'être idéal, mais quelque chose de plus précis que ça. Une image qui correspond à ce dont tu as besoin pour avancer, pour grandir, pour devenir davantage toi-même. Et c'est pour cela que ces rencontres arrivent souvent à des moments de transition. Après une perte, après une période de transformation, au seuil d'une nouvelle phase de vie. Parce que dans ces moments-là, la psyché est particulièrement active dans sa quête, particulièrement ouverte aux rencontres qui peuvent servir sa propre évolution, particulièrement attentive aux signaux que l'inconscient envoie sur les personnes qui peuvent jouer un rôle dans ce qui vient. Le piège de la projection est ce qu'il révèle. Mais Jung, avec toute sa compréhension de la beauté de ces reconnaissances, aurait insisté sur quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui distingue une compréhension romantique de sa vision d'une compréhension vraiment utile. La reconnaissance immédiate que tu ressens pour quelqu'un n'est pas entièrement la perception de la réalité de cette personne. Elle est, au moins en partie, la projection de ton monde intérieur sur cette personne, et cette distinction est fondamentale. Au début d'une relation marquée par cette reconnaissance immédiate, tu vois à la fois la personne réelle et l'image que tu projettes sur elle. Et tu ne peux pas toujours distinguer l'une de l'autre. La personne réelle est là, réelle, avec toute sa complexité, ses ombres, ses zones non développées, ses limites humaines. Et ton image projetée est là aussi, lumineuse, chargée de sens, porteuse de toutes les qualités que tu attribues à cette rencontre. Au début, les deux se superposent si parfaitement que tu ne vois pas la distinction. Et c'est pour cela que ces débuts ont cette qualité particulière, cette intensité, ce sentiment que tout est possible, que tu as trouvé quelque chose de rare, que cette personne te comprend d'une façon que personne d'autre ne te comprend. Mais avec le temps, inévitablement, la personne réelle commence à se distinguer de l'image projetée. Elle fait quelque chose que l'image n'aurait jamais fait. Elle a des réactions qui ne correspondent pas à ce que tu anticipais. Elle a des limites que l'image n'avait pas. Elle est humaine, complexe, contradictoire, comme toi. Et c'est ce moment-là, ce moment de désillusion partielle, qui est en réalité le moment le plus important de la relation. Pas le moment de la reconnaissance initiale, aussi puissant qu'il soit. Mais le moment où tu commences à voir la personne réelle
derrière la projection. Jung aurait dit que c'est là que le vrai travail commence. Pas le travail de la relation au sens de la gestion de la vie commune, mais le travail psychologique. Le travail de retirer la projection. Le travail de se demander ce que tu avais besoin de voir chez cet autre, pourquoi tu avais besoin de le voir, ce que ça dit de toi et non de lui ou d'elle. Et le travail peut être encore plus difficile, de voir vraiment qui est la personne devant toi, indépendamment de ce que tu avais besoin qu'elle soit. Ce que tu as réellement reconnu. Voici quelque chose que peu de gens s'arrêtent vraiment à considérer dans ces moments de reconnaissance immédiate. Ce que tu as reconnu, dans les premiers instants, n'était peut-être pas tant quelque chose dans l'autre que quelque chose en toi-même. Jung avait une formulation particulièrement précise pour décrire cela. Il disait que les grandes rencontres de nos vies sont des rencontres avec nous-mêmes, des rencontres avec des parties de nous-mêmes que nous n'avions pas encore pleinement vues ou acceptées, et que l'autre personne, par ce qu'elle est, par ce qu'elle porte, par la façon dont elle existe, nous offre un miroir d'une clarté extraordinaire. Ce que tu as reconnu dans ce regard, dans cette présence, c'était peut-être une façon d'être que tu aspires à avoir et que tu n'as pas encore. Une liberté, une profondeur, une légèreté, une façon d'habiter le monde que quelque chose en toi reconnaît comme possible mais pas encore réalisé. Une qualité de l'être qui représente pour toi quelque chose d'essentiel sur ce que la vie peut être, sur ce que tu pourrais être. Ou bien c'était une blessure similaire à la tienne, portée différemment, et quelque chose en toi qui a reconnu dans l'autre une familiarité de l'intérieur. Pas la familiarité de quelqu'un que tu aurais rencontré avant, mais la familiarité de quelqu'un qui sait ce que tu sais, qui a traversé quelque chose qui ressemble à ce que tu as traversé, qui porte dans son regard la trace d'une profondeur acquise à travers la difficulté. Ou bien encore, c'était quelque chose de complémentaire, quelque chose que tu ne portes pas, mais qui correspond précisément à ce qui manque dans ta façon d'être au monde, quelque chose qui complète une asymétrie profonde en toi, d'une façon qui produit ce sentiment d'évidence, de complétude. Quelle que soit la forme précise que ça prenait, la reconnaissance immédiate est toujours une rencontre avec quelque chose en toi que l'autre rend visible. Et c'est pour cela qu'elle est si puissante. Elle n'est pas seulement la découverte de quelqu'un d'autre. Elle est la découverte d'une partie de toi-même que tu n'avais pas encore pleinement vue. La question que Jung aurait vraiment posée jusqu'ici, ce que nous avons exploré pourrait être lu comme une explication de la magie des premières rencontres. Un cadre pour comprendre pourquoi certaines connexions semblent traversées par quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Et ce cadre est réel. Mais Jung aurait insisté pour aller plus loin, pour poser la question qui n'est pas romantique, mais qui est la seule vraiment utile. La question n'est pas « Est-ce que cette reconnaissance était réelle ?» Elle l'était. La question n'est pas non plus « Est-ce que cette personne était destinée à entrer dans ma vie ?» Peut-être, mais ce n'est pas la bonne question. La vraie question est « À quoi cette rencontre m'invite-t-elle ?» Parce que dans la vision jungienne, rien de significatif n'arrive pour simplement arriver. Rien de significatif n'arrive pour confirmer ce qu'on sait déjà ou pour rendre la vie plus confortable. Tout ce qui arrive avec l'intensité d'une véritable rencontre, tout ce qui produit cette qualité de reconnaissance et d'inévitabilité, arrive comme une invitation à quelque chose de précis dans le processus de ton devenir. Parfois, l'invitation est de développer une capacité que tu n'avais pas encore. Cette rencontre t'amène dans des zones de toi-même qui étaient restées en friche parce que tu n'avais pas eu le contexte pour les développer. Parfois, l'invitation est de voir quelque chose que tu avais évité de voir. Cette personne, par ce qu'elle est, ou par la dynamique qui s'installe entre vous, te met face à quelque chose en toi-même que tu avais soigneusement maintenu hors de portée de ton regard. Parfois, l'invitation est de guérir quelque chose de profondément blessé. Cette rencontre réveille une douleur ancienne, non pas pour te faire souffrir à nouveau, mais parce que les conditions sont enfin là, pour que cette douleur puisse être traversée et transformée plutôt que simplement portée. Et parfois,
L'invitation est simplement de te permettre d'être quelqu'un que tu n'avais pas encore été, de te donner le contexte, le miroir, le témoignage qui permet à une version de toi-même de se déployer, qui attendait simplement les bonnes conditions. La question à quoi cette rencontre m'invite-t-elle est la seule qui peut te donner accès à ce que la rencontre porte vraiment. Et elle ne peut pas être posée dans les premiers instants. Elle se pose avec du recul, avec l'honnêteté de quelqu'un qui est prêt à regarder au-delà de l'intensité émotionnelle et à demander ce qui est vraiment là. Hoover. Quand la reconnaissance immédiate précède une relation difficile. Il y a quelque chose que ceux qui ont vécu ces reconnaissances immédiates savent parfois douloureusement. Ce n'est pas parce que quelque chose a semblé inévitable au premier regard que ce qui suit sera facile. Parfois, les relations qui commencent avec cette qualité de reconnaissance profonde sont aussi les plus difficiles, les plus exigeantes, les plus douloureuses. Et cela semble contradictoire. Si quelque chose était si clairement destiné, comment peut-il être si difficile ? Si la rencontre portait quelque chose d'aussi important, pourquoi la relation est-elle source de telles souffrances ? Jung aurait répondu que la contradiction n'est qu'apparente, que l'intensité de la reconnaissance initiale et l'intensité de la difficulté qui peut suivre viennent exactement du même endroit, de la profondeur de ce qui est en jeu. Les relations qui nous touchent vraiment, qui nous font vraiment avancer, qui servent vraiment notre individuation, ne sont presque jamais des relations confortables. Elles mettent en mouvement des parties de nous-mêmes qui préféraient rester immobiles. Elles soulèvent des questions que nous aurions préféré ne pas avoir à poser. Elles exigent de nous une honnêteté et une transformation que les relations de surface n'exigent pas. Et parfois, la relation dans sa forme relationnelle concrète ne peut pas tenir le poids de ce qu'elle a déclenché, pas parce qu'elle était fausse ou illusoire, mais parce que deux personnes, même si elles se sont vraiment reconnues, peuvent ne pas être prêtes en même temps pour ce que cette reconnaissance demande, peuvent ne pas avoir fait suffisamment de travail intérieur pour pouvoir tenir ensemble ce que leur rencontre a soulevé. Dans ces cas-là, la relation se transforme, se distend, parfois se brise. Mais ce qu'elle a déclenché dans la psyché de chacun, ce qu'elle a mis en mouvement, ce qu'elle a rendu visible, ça ne se défait pas avec la relation. Ça continue son travail. Ça continue à opérer dans l'inconscient de chacun, comme une graine plantée dans un sol qui a besoin de temps pour être prêt à la faire éclore. Menurer, ce que la synchronicité a à voir avec tout cela, Jung a développé le concept de synchronicité précisément pour décrire ces moments où quelque chose dans le monde extérieur et quelque chose dans le monde intérieur se correspondent d'une façon qui semble défier le hasard sans être causale. Et les grandes rencontres sont peut-être l'expression la plus puissante de la synchronicité dans une vie humaine. Ces moments où tu te trouves au bon endroit au bon moment, non pas parce que quelqu'un a tout arrangé depuis l'extérieur, mais parce que quelque chose dans la façon dont tu étais, dans les choix que tu faisais sans complètement les faire, dans l'état intérieur qui était le tien à ce moment précis, a créé les conditions de cette rencontre. Pense à la façon dont cela se produit concrètement. Tu décides d'aller à un endroit où tu n'allais pas d'habitude. Tu changes tes plans au dernier moment sans vraiment savoir pourquoi. Tu traverses une période de ta vie où quelque chose a changé en toi, où tu es différemment disponible, différemment ouvert, différemment présent. Et dans ce contexte particulier, cette personne particulière entre dans ton champ. Les rationalistes diront que c'est du biais de confirmation, que tu accordes de l'importance à cette rencontre précisément parce qu'elle a produit quelque chose d'intense et que tu construis rétrospectivement le récit de son inévitabilité. Peut-être, Jung aurait répondu que cette explication ne tient pas compte de quelque chose d'essentiel, de la précision avec laquelle ces rencontres correspondent au moment intérieur où elles se produisent, de la façon dont elles apportent presque toujours exactement ce dont la psyché avait besoin à ce moment précis, pas en termes de confort, mais en termes de croissance. Ce n'est pas une preuve de surnaturel. C'est une observation sur la façon dont la psyché et le monde s'articulent d'une façon que nous ne comprenons pas encore complètement,
mais que ceux qui l'ont vécu reconnaissent immédiatement quand ils l'entendent décrit. Un muveux. Pourquoi certaines rencontres changent la trajectoire d'une vie? Il y a des rencontres qui ne changent rien. On se croise, on échange, on continue. Et il y a des rencontres qui, pour des raisons qu'on n'arrive pas toujours à expliquer rationnellement, changent quelque chose de fondamental dans la direction d'une vie. Pas nécessairement parce qu'elles apportent de concret, de visible, de mesurable, mais parce qu'elles déclenchent à l'intérieur. Jung pensait que ces rencontres transformatrices fonctionnent comme des catalyseurs psychiques. Elles n'apportent pas de l'extérieur quelque chose qui n'était pas déjà là. Elles activent quelque chose qui était là, mais qui dormait, qui attendait, qui ne pouvait pas se déployer sans les conditions particulières que cette rencontre créait. C'est pour cela que ces rencontres peuvent changer la trajectoire d'une vie même quand la relation elle-même ne dure pas. Même quand la personne disparaît après quelques mois. Même quand les circonstances ne permettent pas que la connexion se développe d'une façon conventionnelle. Ce qui a été activé, ce qui a été mis en mouvement, ce qui a été rendu visible à travers la rencontre, continue d'exister et de travailler indépendamment de la durée ou de la forme de la relation. Tu n'es plus la même personne après certaines rencontres, pas parce que l'autre personne t'a changé de l'extérieur, mais parce que leur présence a permis à quelque chose en toi de devenir réel qui ne l'était pas encore. Et cette transformation-là est permanente. C'est peut-être la façon la plus précise de comprendre ce que signifie ne pas se rencontrer par hasard. Pas que la rencontre était planifiée par une intelligence extérieure, mais que la rencontre correspondait précisément à ce que la psyché était prête à recevoir, à activer, à transformer, qu'elle portait exactement la graine qui pouvait prendre racine dans le sol exact où tu en étais. Ce que cette compréhension change dans la façon de vivre les rencontres. Si tu prends vraiment au sérieux ce que Jung avait compris sur la nature de ces reconnaissances, quelque chose change dans la façon dont tu peux te rapporter à ces moments dans ta vie. Présent ou passé. D'abord, tu peux cesser de chercher à rationaliser entièrement ces expériences. Cesser de les minimiser pour les rendre compatibles avec ce que tu penses que tu es censé ressentir ou ne pas ressentir. Cesser de te dire que c'était sûrement une projection, qu'il ne fallait pas y accorder autant d'importance, que la vie ordinaire n'est pas faite de ces moments extraordinaires. Ces moments ont leur propre réalité, leur propre logique, leur propre valeur d'information sur ce qui se passe dans ta vie intérieure. Et les traiter avec sérieux, pas avec romantisme aveugle, mais avec une attention curieuse et honnête, est une façon de te traiter toi-même avec sérieux. Ensuite, tu peux commencer à regarder ces rencontres, passées et présentes, avec cette question centrale. Non pas est-ce que je dois faire quelque chose avec cette connexion, mais qu'est-ce que cette connexion m'invite à voir sur moi-même? Qu'est-ce qu'elle active en moi? À quel stade de mon propre développement correspond-elle? Qu'est-ce que la qualité particulière de cette reconnaissance dit sur ce que ma psyché cherche en ce moment? Ces questions ne sont pas des façons de fuir la relation dans l'abstraction. Elles sont des façons d'y entrer plus pleinement, avec plus de conscience, avec plus de capacité à voir ce qui est vraiment là, plutôt que seulement ce que tu voudrais voir. Et enfin, tu peux commencer à regarder ta propre vie, avec la conscience que rien de significatif n'est aléatoire. Que les personnes qui arrivent dans ta vie avec cette qualité particulière de reconnaissance arrivent pour des raisons, pas dans le sens d'un plan cosmique préétabli, mais dans le sens de ta propre trajectoire psychique qui organise les conditions de ta propre évolution. Ce que tu dois vraiment entendre maintenant, revenons à toi, à cette personne que tu as reconnue au premier regard, ou à plusieurs personnes, à ces moments dans ta vie où quelque chose d'immédiatement évident s'est produit et t'a laissé avec plus de questions que de réponses. Je veux que tu entendes quelque chose de précis sur ces moments. Il ne te mentait pas. Quelque chose de réel s'est passé, quelque chose qui correspondait à quelque chose de réel en toi. Ce n'était pas de la naïveté, pas de la projection au sens péjoratif,
pas une illusion romantique dont tu aurais dû te méfier. C'était ton inconscient qui travaillait, qui reconnaissait dans l'autre quelque chose de précis, qui créait les conditions pour que quelque chose d'important puisse se produire dans ta vie intérieure. Mais Jung aurait ajouté quelque chose d'essentiel. La reconnaissance initiale n'est que le début. Elle est l'invitation, pas la destination. Ce qu'elle t'invitait à faire, ce n'était pas de te reposer dans la certitude de l'inévitabilité. C'était de commencer le travail que cette rencontre rendait possible. Le travail de voir ce que tu projetais et de le distinguer progressivement de ce qui était vraiment là dans l'autre. Le travail de comprendre ce que cette connexion révélait de toi-même, de tes besoins, de tes zones encore en développement, de tes blessures encore en cours de guérison. Le travail de laisser la rencontre faire ce qu'elle était là pour faire, pas de la forcer dans une forme prédéterminée, mais de la laisser t'amener là où ta propre psyché cherchait à aller. Et si cette rencontre n'a pas donné ce que tu espérais, si la relation qui a suivi a été difficile, décevante ou brève, cela ne signifie pas que la reconnaissance était fausse. Cela signifie peut-être simplement que tu n'étais pas encore prêt pour ce qu'elle t'invitait à faire, que le travail qu'elle t'indiquait n'était pas encore possible à ce moment-là, et que ce travail continue dans ta vie, dans d'autres contextes, jusqu'à ce que tu sois prêt à le faire vraiment. Adjedi Jalamu. La vérité sur les rencontres qui ne sont jamais par hasard. Alors, pour conclure avec ce que Jung nous enseigne vraiment sur ces moments de reconnaissance immédiate, sur ces rencontres qui semblent venir d'ailleurs, sur ces connexions qui ont la texture de l'inévitable. Deux personnes qui se reconnaissent au premier regard ne vivent pas une coïncidence heureuse. Elles vivent la surface visible d'un processus profond. Un processus dans lequel leurs inconscients, leurs histoires, leur psyché en mouvement vers leur propre complétude, ont créé les conditions d'une rencontre qui correspond précisément à ce que chacune cherchait, même sans le savoir, même sans l'avoir formulé. Cette rencontre est réelle, ce qu'elle porte est réel. La reconnaissance que tu as ressentie était une information vraie sur quelque chose de vrai, sur quelque chose de précis dans ta vie intérieure. Mais elle est aussi une invitation à ne pas s'arrêter à l'intensité de la reconnaissance. Une invitation à aller voir ce qui se cache derrière la projection. Une invitation à se demander, non pas pourquoi cette personne est entrée dans ta vie, mais ce que sa présence révèle sur toi, et sur là où tu es dans ton propre voyage. Parce que c'est toujours là, finalement, que réside le vrai sens de ces rencontres. Non pas dans la relation elle-même, aussi belle ou aussi difficile qu'elle soit, mais dans ce qu'elle déclenche, dans ce qu'elle met en lumière, dans ce qu'elle rend possible dans ta propre évolution. Jung disait que nous ne rencontrons pas les gens par hasard, que chaque rencontre significative est organisée par quelque chose que nous ne voyons pas, mais qui œuvre avec une logique et une précision remarquables, et que notre tâche n'est pas de déchiffrer cette logique de façon à contrôler ce qui se passe. Notre tâche est d'être suffisamment présent, suffisamment honnête, suffisamment courageux pour recevoir ce que ces rencontres nous apportent vraiment et pour faire le travail qu'elles nous invitent à faire. Ce travail commence dans l'instant où tu cesses de te demander ce que cette personne signifie pour toi et où tu commences à te demander ce que cette rencontre révèle en toi. Et ce commencement-là peut changer tout ce qui suit.